Exposition, rétrospective du trésor de Saint-Denis, de nouveau réuni après son éclatement en 1791. Crypte de la basilique Saint-Denis, ville de Saint-Denis, proximité Paris, du 2 février 2019 au 13 février 2020. Cette exposition est venue d'un défi de faire revenir dans la basilique Saint-Denis l'ancien trésor que l'abbé de Sugère lui avait donné. Ce trésor comporte des centaines d'objets d'orfèvrerie. Malheureusement, celui-ci a soit été détruit, soit dispersé pendant la Révolution française. Aujourd'hui, nous proposons une reconstruction partielle du trésor pour la première fois depuis presque 3 siècles. Ces 13 objets seront réunis dans la crypte de la basilique. Histoire du trésor de Saint-Denis. L'abbaye de Saint-Denis est d'abord une église gothique au centre de Saint-Denis qui accueille alors les tombeaux royaux et sert de nécropole royale. C'est aussi anciennement un cimetière gallo-romain. Ce lieu se transforme petit à petit en lieu de travail pour les artistes au service de l'alliance entre la royauté française et l'Église catholique. L'Église devient alors un grand lieu de pouvoir, ce qui donne naissance à des objets luxueux et de nombreux manuscrits enluminés. C'est dans ce climat que l'abbé Sugère deviendra le plus grand distributeur du futur trésor de Saint-Denis. Tout sera définitivement acquis par les Capétiens, ce qui permettra un enrichissement progressif du trésor, qui est sans doute le plus riche d'Occident. Le trésor se trouve donc dans un bâtiment d'un étage sur le flanc sud de la basilique, qui sera détruit au début du XIXe siècle. Michel Félibier représente alors dans son ouvrage les 5 armoires du trésor qui étaient alors 8 à la veille de la Révolution française. Le 30 septembre 1791, les commissaires révolutionnaires arrivent à Saint-Denis pour prélever dans les 13 armoires de Saint-Denis et de la Sainte-Chapelle les insignes de l'Ancien Régime, pour les détruire ou les éparpiller sur ordre du roi. Suite à cela, de multiples tentatives de reconstruction de ce trésor durant le Premier Empire et la Restauration ont eu lieu. Plusieurs rachats de pièces historiques, plus précisément 6 calices et 5 patènes, à la fin du XVIe et du XVIIIe siècle. 6 objets disparaîtront alors lors du cambriolage en 1882. Zaumsure, le trône dit de Dagobert. Description détaillée de l'œuvre. Le trône dit de Dagobert est un siège moulé, ciselé et partiellement doré faisant partie des collections de la Bibliothèque nationale de France. Ses composants et leur datation sont sujets à controverse depuis le XVIIIe siècle. D'abord pris pour un siège mérovingien, puis antique ou encore carolingien, des documents et analyses ont pu prouver que les accoudoirs et le dossier sont postérieurs à l'assise. Effectivement, la première mention du trône se fait par l'abbé Sugère au XIIe siècle, l'attribuant lui-même au dernier roi mérovingien, Dagobert Ier, et l'orfèvre de la cour à cette époque, saint Éloi. Ce célèbre abbé de Saint-Denis, qui entreprend de reconstruire ladite abbaye vers 1130, est Dagobert, ayant lui-même été le fondateur de cette abbaye au 7e siècle. Le siège, à l'origine pliant, est inspiré des curules romains, siège de campagne facile à transporter. L'assise se constituait d'un morceau de tissu ou d'une bande de cuir tendue et a été rendue fixe au XIIe siècle. Celle-ci est datée du 7e siècle, tandis que l'ensemble dossier et accoudoir date de la seconde moitié du 9e siècle. Le siège dispose donc de montants de bronze formés de protomées félins, sûrement de panthères, ayant les oreilles dressées, la gueule ouverte, découvrant des dents pointues, les yeux creux, suggèrent des incrustations. Au bas, les pattes ont des griffes, le pelage, quant à lui, est gravé en motif, comportant des traces de dorure. Les pieds sont réunis entre eux par des traverses horizontales cannelées, une autre barre relie les croisillons, permettant au siège de se plier. Un système de gouttières permettait aux éléments de coulisser pour refermer le siège. Maintenant, les croisillons sont bloqués par des rivets et ornés d'une palmette. Des bossettes en forme de rosette à 12 pétales ornent plusieurs parties du siège, dont la partie inférieure des accoudoirs qui sont ajourés. Nous pouvons aussi noter les rinceaux dont les feuillages remontent jusqu'au dossier. Les accoudoirs sont composés de plusieurs éléments tenant par un système de tringles et de charnières. Le dossier, en forme triangulaire, dispose de 3 anneaux d'ornementation dans le registre supérieur. Selon certaines traces, un décor de croix était visible dans l'anneau central. Les tringles qui assemblent les accoudoirs et le dossier sont surmontés par 2 têtes d'hommes, aux cheveux courts, en ronde bosse, à l'avant, une pomme côtelée ou une simple boule suite à une restauration. Les rinceaux des accoudoirs peuvent se comparer à des décors d'ivoire ou d'enluminure des ateliers de Charles le Chauve et sont semblables au motif des balustrades de bronze de la chapelle palatine d'Aix-la-Chapelle, inaugurée par Charlemagne en 805. On peut aussi noter qu'on retrouve des trônes comparables à protomées de fauve sur des enluminures carolingiennes. Zaumsure. Historique du trône.
Le trône dit de Dagobert est mentionné pour la première fois au XIIe siècle par l'abbé Sugère, abbé de Saint-Denis de 1122 à 1151, dans son livre De Administratione, et dit avoir fait faire le trône, considéré comme vétuste et disloqué. Il est alors une première fois restauré. Ce trône est alors attribué à Saint-Éloi, né en 588 et mort en 659, orfèvre à la cour de France. En 1625, Dom Jacques Doublet raconte que le trône est utilisé par le prêtre pour célébrer la messe. Une deuxième restauration, fin XIIIe siècle, détériore le pliant qui est alors en mauvaise position, ce qui rend l'assise plus étroite que le dossier. Selon Sugère, les rois de France avaient coutume de s'asseoir sur ce siège après avoir pris en main le pouvoir pour recevoir pour la première fois l'hommage des grands de leur royaume. Le trésor est alors conservé précieusement à Saint-Denis, qui est alors une nécropole dépositaire des instruments et vêtements du sacre des rois de France. Au XVIIe siècle, le trône n'est pas utilisé et est conservé derrière le maître-autel. À la Révolution française, le trône est placé le 30 septembre 1791 dans le salon Louis XV au cabinet des médailles avec d'autres objets du trésor, considérés comme monuments des arts et des sciences. Le 6 août 1804, il est utilisé une dernière fois au camp de Boulogne par Napoléon pour la première remise des insignes de la Légion d'honneur. Il est exposé 2 siècles plus tard à l'exposition L'étang mérovingien au musée de Cluny du 26 octobre 2016 au 13 février 2017 pour maintenant revenir dans cette exposition. Biographie courte. Saint-Éloi, grand orfèvre du VIe siècle. Éloi de Noyon, Eligius en latin, signifiant l'élu, serait né vers 588 à Chaptelat, ville proche de Limoges, venant d'une famille d'agriculteurs. Il serait destiné assez tôt au travail des métaux, cette activité étant pourtant assez prestigieuse. Il fera donc son apprentissage près d'Abon, monétaire du roi. Il continuera sa formation auprès de Bobon, trésorier de Clotaire II. Éloi se fera commanditer par Clotaire II un trône serti d'or de pierres précieuses, fournit donc assez de matériaux honnêtes, il cisèle donc un deuxième trône. Il sera donc récompensé en étant nommé maître de la monnaie. Il devient important à la cour et à la mort de Clotaire II, Dagobert Ier prenant sa place, il fait devenir Saint-Éloi l'un de ses conseillers en étant nommé trésorier du roi. Il sera chargé de nombreuses missions diplomatiques. En 632, il devient prêtre et fonde le monastère de Solignac. Il sera fait évêque de Nyon en 641. Il sert encore un temps à la cour avant de se consacrer exclusivement à sa charge ecclésiastique. Il fondera plusieurs monastères et sanctuaires, consacrant une partie de sa vie au rachat des esclaves. Il meurt le 1er décembre 660 et est proclamé saint par la Vox Populi peu de temps après. Il est fêté le 1er décembre, jour de sa mort. À Paris, on commémore le 25 juin, jour où l'un de ses bras aurait été translaté à la cathédrale Notre-Dame de Paris en 1212. Ces reliques, conservées en plusieurs lieux, attirent toujours des pèlerins. Dagobert Ier, roi d'Austrasie de 623 à 629 et roi des Francs de 629 à 639. Fils de Clotaire II et de Bertrade, né vers 602-605, Dagobert Ier fut envoyé pour régner en Austrasie par son père dès 623. Il deviendra par la suite l'unique roi des Francs à la mort de son père en 629. Après plusieurs conflits territoriaux, notamment après sa reprise du gouvernement d'une partie de l'Aquitaine et du Languedoc en 632, suite à la mort de son frère Caribert, il lui envoyait son propre fils régner en Austrasie, Sigibert, pour être roi. Après avoir voyagé plusieurs fois à Metz, il se dut de répondre aux plaintes des Austrasiens d'avoir un roi distinct et non donc son jeune fils. Pour éviter un conflit avec son second fils, Clovis II, il lui attribue la Bourgogne et la Neustrie. Ceux-ci seront tous deux rois à un très jeune âge. Dagobert, pendant son règne de 10 ans, de 629 à 639, jouit d'un pouvoir total et d'une certaine postérité. Il fut l'un des uniques rois mérovingiens parvenant à la royauté aussi tard et en régnant sans partage. Dagobert, prestigieux en son être, eut une soumission totale de son royaume, ayant fait reconnaître son autorité aux Saxons, aux Gascons et aux Bretons. Il entretenait par ailleurs de bonnes relations avec Byzance, s'opposant avec les Thuringiens et les Saxons contre la nouvelle puissance slave. À sa mort à Épinay vers janvier 639, suite à une dysenterie, plus aucun roi des Francs ne l'égala, jusqu'à Pépin le Bref. Il sera enterré à l'abbaye Saint-Denis, il sera un roi regretté, malgré son goût pour la luxure, les arts et le pouvoir, et même certaines accusations de meurtre. Il aura laissé quelques conseils vertueux. Zaumsure, l'orfèvrerie. Fabrication d'objets, de parures ou de décorations en métaux précieux finement travaillés, art de fabriquer de tels objets. Profession de l'orfèvre,
Ouvrage, ensemble d'ouvrages d'or ou d'argent travaillés par un orfèvre. Définition, CNTRL. L'orfèvrerie est un art essentiellement décoratif qui consiste à fabriquer en métaux précieux, argent, or ou bronze, des objets destinés au service de table, à l'ornementation de l'intérieur ou à l'exercice du culte ou du profane. Les autres matériaux précieux utilisés sont des pierres comme le grenat, le saphir ou l'aigue marine, surtout sur la période mérovingienne et carolingienne où cet art devient symbole de la royauté et du raffinement. L'or était le matériel le plus utilisé pour l'orfèvrerie, et il existe donc une multitude de techniques. Il est battu, gravé, modelé ou travaillé en filigrane. Ce travail des métaux précieux existe depuis l'ère égyptienne, environ depuis le 4e millénaire avant Jésus-Christ, et est en vogue par période et est encore utilisé de nos jours. Comparaison, inspiration, source et contemporain. Le trône dit de Dagobert, les curules romains, curules contemporains. Curule, définition CNRTL. Siège d'ivoire sur lequel certains magistrats romains avaient le privilège de s'asseoir. On nomme trône un siège royal ou princier. Ce meuble est un insigne de dignité et consiste en un fauteuil d'une architecture particulièrement riche, souvent élevé sur une estrade et abrité sous un dais. Le trône dit de Dagobert tire sa forme d'une source antique. Pour mieux comprendre la composition du trône, veuillez vous référer à la fiche « Description détaillée de l'œuvre ». Le siège curule était un tabouret pliable, composé de pieds entrecroisés et d'un tissu tendu. Le terme curula désignait alors tout siège permettant le transport, pliant ou ployant. Son origine viendrait d'Érétrie, selon Tite-Live, il aurait été le symbole du pouvoir importé par Tarquin l'Ancien, roi de Rome. Son utilisation a évolué et aurait été réservée aux hauts membres de la République romaine, magistrats, prêteurs, dictateurs, consuls, devenant ainsi symbole du pouvoir judiciaire. La cella curulis a donc évolué ainsi que ses matériaux se sont anoblis. Le siège pliable, à l'origine en bois, s'incruste d'ivoire, puis en métal ou de bois recouvert de bronze, avec ornement d'or ou d'argent. La forme traditionnelle en X sans dossier se transforme en un siège plus confortable, comportant un dossier de toile tendue, sans accoudoir. L'assise composée d'une toile forme une cuvette, les montants en X sont souvent courbés en forme de croisillon ou de tenaille à l'avant. Ils peuvent parfois remonter pour faire de petits accoudoirs. Le tabouret antique Sella Curulis est donc un tabouret de toile tendue réservé aux hauts fonctionnaires. On peut donc attester de représentations de ce siège sur des pièces de monnaie datant de la République romaine antique. Les trônes carolingiens ou mérovingiens, quant à eux, dont celui de Dagobert, tiennent donc source et inspiration de ce trône antique, le siège étant dans les deux cas symbole de pouvoir. Plus récemment, durant la Renaissance, et en particulier durant la période du Directoire, 1790-1803, le siège est réapparu parmi un décor inspiré de l'antique. De manière contemporaine, nous pouvons citer Mies van der Rohe, qui s'en était inspiré pour habiller le pavillon allemand lors de l'exposition universelle de Barcelone en 1929. Les chaises devaient servir de trône au roi et à la reine d'Espagne Alfonso XIII et Victoria Eugénie de Battenberg lors de leur passage au pavillon. La chaise n'est pas pliante, elle est composée d'une assise et d'un dossier revêtu de cuir et les pieds sont faits de métal chromé. Plus tard, Pierre Paulin fait réaliser le siège curule de bois massif vers 1980, nécessitant un assemblage minutieux de pièces taillées uniques grâce à ses longues recherches sur l'antique et sa facture détaillée fait devenir le siège un objet de prestige. À son décès en 2009, Ligne Rosée fait rééditer le siège en son hommage. Nous pouvons donc mieux comprendre la forme du trône dit de Dagobert. Effectivement, l'assise est bien faite de montants en forme de tenaille, se croisant, chaque patte représentant un guépard, chaque tête constituant un petit rebord, chacune fixée sur une barre supérieure, formant comme de petits accoudoirs assez bas. L'assise probablement en tissu ou en cuir tendu n'existe plus, mais nous pouvons supposer qu'elle aurait été tendue en cette forme de cuvette de part et d'autre du siège. Jusqu'à l'inspiration du curule romain est assez marquée. Comme des analyses ont pu le prouver, le dossier et les accoudoirs sont postérieurs au tabouret, datant de la seconde moitié du IXe siècle. Quant aux matériaux et à la technique, le siège est constitué de bronze, fait en fonte, gravé et doré à la feuille, trace faisant foi. Ce trône est une œuvre d'orfèvrerie qui, selon la légende, aurait été réalisée par Saint-Éloi et cassée en 1804 par Napoléon.